Alors, rebonjour à tous. On va continuer maintenant avec la deuxième présentation de notre journée portes ouvertes. Donc, on va vous présenter le chemin de Compostelle par le chemin classique, aussi appelé le Camino Frances, marcher avec son Dieu, qui aura lieu du 25 août au 17 septembre 2020 2024. Il y a une petite erreur ici. Donc, un séjour de 24 jours et 22 nuits accompagné par Marilyn Arpin. C'est un grand classique chez Spiritour. On offre voire plusieurs chemins de Compostelle à chaque année. Cette année, on en a deux. On a le Compostelle chemin portugais qui est complet et le chemin classique qu'on offre souvent. Alors, Marilyn Arpin, donc c'est une accompagnatrice de longue date chez Spiritour. Elle a accompagné de nombreux voyages sur le chemin de Compostelle, quasiment à chaque année. Donc, elle est vraiment experte pour du chemin de Compostelle. Et elle aussi vous accompagnera avec un grand sourire, avec beaucoup d'enthousiasme. On sent vraiment la passion du chemin de Compostelle quand elle en parle, quand elle le présente. Alors, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Marilyn pour qu'elle puisse vous présenter l'itinéraire qui vous attend. Bonjour Marilyn. Bonjour à tous. Parfait. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter le chemin de Compostelle, le chemin classique, le chemin français avec la thématique, donc, marcher avec son Dieu. Le circuit que nous vous présentons avec Spiritour, c'est vraiment un circuit de façon traditionnelle. Donc, c'est environ 300 kilomètres que nous allons parcourir là, à travers le circuit de 24 jours. Vous allez voir à travers la présentation, les photos, comment nous avons découpé le circuit en moyenne un 20 kilomètres par jour. Donc, quand on parle de façon traditionnelle, vous allez voir les types d'hébergements également et traditionnels où on est invité à marcher avec notre sac à dos. Si jamais, là, on pourra en parler vers la fin de la présentation pour les aspects plus techniques, mais c'est vraiment ce qui nous est proposé, c'est vraiment là, de marcher d'une journée à l'autre avec notre sac à dos et d'être dans des refuges traditionnels qu'on appelle les refuges de pèlerins. Donc, vous allez voir au courant de la présentation, le chemin est découpé en trois étapes. Nous allons avoir le physique, où ce qu'on va marcher un premier 3 jours et demi. Puis ensuite, on va sauter une étape pour marcher ensuite un 5 jours. La deuxième phase qui va être le mental, pardon. Et la troisième phase, ensuite, on va marquer 2 nuits là, d'arrêt au même endroit pour nous préparer là, pour vraiment notre dernière semaine de marche, un dernier 6 jours où ce que là, on va rentrer dans le spirituel. Donc, c'est vraiment découpé pour prendre le temps, avoir des pauses là, pour favoriser l'ajustement, l'adaptation de notre corps et pouvoir soigner les ampoules si jamais ça survient là, en cours de route. Donc, la première journée, c'est un vol principalement, là, souvent quand on va vers l'Europe, c'est un vol qui est de soir. Donc, nous allons partir vers la capitale de l'Espagne, Madrid, pour arriver environ là, le lendemain, là, en fin d'avant-midi sur Madrid, là, tout dépendamment, là, mais plus ou moins, on va arriver à Madrid là, en milieu de journée, ce qui va nous laisser l'après-midi pour pouvoir faire du tourisme avant de devenir pèlerin. Donc, pouvoir visiter la ville de Madrid. Le lendemain, nous allons prendre le train pour monter vers le nord, donc sur le chemin français, là, où se trouve notre ville départ, Burgos, qui veut dire burg en allemand, donc château en allemand. On peut voir la magnifique cathédrale de Burgos, l'église là, un peu là, faite en dentelle, si on peut dire. Donc, nous allons arriver là, plus ou moins en après-midi dans la ville de Burgos, où à nouveau, on va avoir l'après-midi libre pour pouvoir visiter l'après-midi. Et le soir, nous aurons là, un souper de pèlerins ensemble pour nous préparer le lendemain à notre première journée de départ. Les 3 premiers départs, ils vont être proposés en commun. Donc, pour nous familiariser sur le chemin, vraiment, je vais nous encourager à partir tous ensemble jusqu'à temps qu'on gagne, qu'on sort de la ville. Puis une fois dans le champ, souvent, c'est plus facile de se repérer. C'est un trajet devant soi. Il y a moins d'intersections. Donc, souvent, on va marcher plus librement jusqu'au premier café où ce que les premiers pourront entendre l'arrivée des derniers.
ce qui permet en fait d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se familiariser avec le Camino, d'apprendre un peu à repérer nos flèches, apprendre à travailler notre autonomie en ayant des mots de base en espagnol pour commander notre café con leche, notre bocadillo pour pouvoir manger. Donc, les départs, initialement, ils vont être là, communs, mais comme je vous dis, une fois dans les champs, vous allez pouvoir prendre votre rythme pour avoir chacun sa cadence. Donc, on voit en haut à gauche un peu les types de flèches qu'on peut retrouver sur le chemin. Parfois, c'est sur la roche, parfois, ça peut être sur une gouttière, parfois, les coquilles sont incrustées dans les dalles au sol. Donc, c'est un peu là, ce qui nous attend comme paysage. Puis, on peut voir également, si on revient une photo en arrière, parfois, Spiritour, on va avoir l'occasion de présenter le circuit au mois de mai, d'autres fois en septembre. Cette fois-ci, ça va être pour septembre, là, à août-septembre 2024. Mais on peut voir un peu la différence des décors si on part au printemps plutôt qu'à la fin de l'été. Donc, pour ceux qui parfois se questionnent quand on a l'opportunité ou l'occasion de choisir dans l'année quand partir, on voit vraiment le vert des paysages au printemps qu'on peut voir en bas à gauche. Vraiment, c'est vraiment la verdure là, avec le printemps, la nature qui renaît, versus les champs qui sont vraiment plus dorés lorsqu'on fait le circuit en septembre. Puis on le voit d'autant plus ici, là, comment que les champs sont brûlés par le soleil et les récoltes. Voici un exemple de refuge de pèlerins. Souvent, les groupes vont être composés de 10-12 personnes environ. Donc, soit qu'on peut se retrouver tous dans une même habitation, donc avec des lits, là, c'est souvent, ça va être des lits superposés principalement qu'on va rencontrer. Donc, soit des chambres de 6-8 pèlerins ou qu'on soit tous ensemble ou on va avoir deux chambres qui vont nous être destinées. À l'habitude, principalement, on va être que nous, pèlerins ensemble. Rarement, nous allons être mêlés à d'autres pèlerins. Là. Habituellement, les réservations sont faites pour qu'on soit que notre petit groupe entre nous là, dans les chambres. Donc, par la suite, de Hornios del Camino à Castro Reris, ça va être notre deuxième étape où ce qu'on va marcher 19,7 km. On pourra voir également les ruines du château, donc toute l'histoire d'Espagne là, qui se retrouve également à travers nos journées de marche. On voit le soleil là, derrière nous. Va falloir penser la météo. Souvent en septembre, on a encore un soleil qui est quand même assez chaud d'été également. On peut avoir des températures là, qui peuvent jauger, là, jongler là, autour de 25-28 degrés dans le jour, à moins d'avoir les canicules là, qu'on a connues dans les dernières années, où ce qu'on a pu aller là, à du 30-35 degrés. Mais habituellement, en septembre, la météo va tourner vraiment autour de 25 degrés dans le jour et être plus confortable là, du 5-10 degrés la nuit. Certains pèlerins voudront partir plus tôt le matin. Donc, c'est pour ça que je disais qu'au début, on va encourager les départs communs, mais une fois que vous allez être familier avec le chemin, vous allez avoir une autonomie. Les premiers qui voudront partir, c'est pas que je vous encourage à le faire de la sorte, mais certains vont préférer partir à 5 heures du matin, même si le soleil ne se lève pas avant 7h30. Certains vont préférer avoir un peu plus de noirceur pour éviter la chaleur qui va s'installer davantage là, aux alentours de 10h30, 11h le matin. Donc, c'est vraiment un choix libre. Souvent, moi, je vais partir avec les derniers le matin pour m'assurer que tout le monde est confortable, que tout le monde va bien. Puis par la suite, souvent, on va rencontrer le premier café après 2 heures, 2h30 de marche. Donc, à partir de là, si les derniers sont confortables à poursuivre à leur rythme, je vais reprendre la route à ma vitesse pour souvent retrouver là, les premiers qui étaient partis plus tôt dans la matinée. On voit également les repas partagés. Spirito, nous avons certains repas qui vont être inclus, 5 soupers, où ce que je vais vous organiser avec les réservations, là, qu'on pourra aller au restaurant ensemble pour découvrir là, la,
voyons, la culture là, culinaire de l'Espagne. Mais sinon, dans les auberges de pèlerins, c'est un bel exemple en bas à droite. Dans les auberges, souvent, l'hôte va offrir là, la restauration sur place. Sinon, on peut sortir au village où on va se trouver pour aller manger. Ça va être des soupers qui vont être libres. Parfois, il y en a qui vont vouloir aller à l'épicerie, s'acheter quelque chose pour grignoter de façon plus légère, ou on se rassemble autour d'une belle grande tablée pour partager encore ensemble sur notre journée. Notre troisième étape, notre troisième journée de notre première semaine de marche, Castro Reris à Boadilla del Camino. Donc, on voit là encore les beaux paysages. C'est une photo qui est plus du mois de mai, justement, avec le vert des champs. Et quand je dis qu'on avait 3 jours et demi de marche, c'est que notre quatrième journée, on va environ avoir là, 1 heure et demie à marcher, là, un 5,9 km de Boadilla à Fromista. De Fromista, on va traverser une belle écluse et on rentre dans une belle petite ville où ce qu'on va prendre le transport en commun pour sauter là, quelques kilomètres de la nationale pour faire un arrêt dans la ville mythique là, de Léon, qui a une cathédrale qui comporte le plus grand nombre de vitraux d'Europe. De mémoire, c'est environ 800 vitraux que l'église comporte. Donc, ça va être une journée libre une fois arrivé à Léon, une après-midi libre pour pouvoir visiter là, les vestiges de cette ville. On pourra même là, se promener et trouver des murets qui datent du 4e siècle. Donc, la muraille de Léon. Donc, il va y avoir une après-midi libre là, pour pouvoir aller visiter dans les rues et tout ça. Par la suite, donc le surlendemain, on reprend encore une fois le transport en commun. C'est vraiment une étape stratégique, en fait, qu'on propose de couper. C'est sûr que certaines étapes qu'on peut voir des paysages dans les livres de Compostelle, qu'on dit, ah, on n'aura pas la chance de passer par là, parce qu'on fait le choix en fait, de couper une centaine de kilomètres qui longent la nationale, donc qui est un peu plus plat, puis un peu plus ennuyeux. Puis c'est une façon stratégique, en fait, de pouvoir composer le circuit sur les 3 semaines qui sont proposées. Donc, de Léon à Ponferrada, nous allons reprendre le transport en commun pour de Ponferrada marcher les 260 kilomètres restants jusqu'à Compostelle. À Ponferrada, nous allons avoir l'après-midi libre. Il sera proposé, là, comme je vous dis, on saute une étape importante qui va être la croix de fer, mais Marilyn Tour pourra vous proposer là, de faire des équipes en taxi et de pouvoir retourner quelques kilomètres, là, environ une demi-heure de taxi vers l'arrière, où il y a une fameuse croix de fer qui est jauchée là, vraiment à 1000 mètres d'altitude, où il y a une tradition d'aller porter, d'aller se déposer en quelque sorte, en allant déposer une photo, une intention, un bout de papier, un petit caillou qui représente là, soit le petit caillou dans le fond de notre soulier ou la roche du poids de nos épaules. Donc, la croix de fer est une étape qu'on ne marchera pas, mais la possibilité avec notre après-midi libre à Ponferrada de retourner en arrière en taxi pour aller faire le rituel qui est invité à faire là-bas. Donc, nous amorçons notre deuxième semaine de marche, qui était donc le mental. Une fois habitué, une fois passé le physique, on sait un peu plus comment fonctionne le Camino. Ça va être un beau 24,7 km de Ponferrada jusqu'à Villafranca del Bierzo. El Bierzo, qui est le nom d'un cours d'eau que nous allons suivre. On peut le voir de façon subtile là, sur la photo où il y a le cours d'eau. Donc, parfois, c'est quelque chose d'intéressant également de marquer des pauses au courant de la journée pour baigner nos pieds ou une fois arrivé à destination également pour aller prendre casser la croûte, une baguette de pain, un morceau de fromage pour relaxer l'après-midi. Qui dit le Bierzo dit également une région viticole. Donc, on voit vraiment là, les vignes en septembre. C'est vraiment une belle saison pour, à l'insu des regards, là, prendre quelques raisins au passage. De Villafranca del Bierzo jusqu'à Vega de Valcarcel, ça va être un 16 km. Vous allez voir également, là, la journée qu'on marche un 24 km, c'est souvent parce que les conditions, là, le relief nous le permet. Le circuit est là, à monsieur, madame, tout le monde, si je peux dire, là, qu'il y a quand même un minimum de préparation qu'on pourra parler par la suite. Mais c'est vraiment adapté pour des 18 à 80 ans que j'ai dans mes groupes. Donc, la journée qu'on marche un 24 km, c'est que le relief nous le permet. Et la journée qu'on marche un 16 km,
c'est parfois qu'on va avoir une belle montée soutenue. Donc, on va raccourcir le nombre de kilométrages pour permettre à tous d'être capables d'arriver à destination là, sans trop de peine et misère, là. Donc, on revoit également le Bierzo, là, le Valcartier, également le cours d'eau là, qu'on retrouve le long du chemin. De Vega de Valcartier à Cebreiro. Donc, voilà une autre montée qu'on va avoir cette journée-là, puisque c'est un 12 km de marche qui nous attend. Souvent, les journées également où on va avoir un plus petit là, parcours, je vais vous encourager à prendre le temps le matin, à faire la grasse matinée, à déjeuner comme il faut là, pour ne pas partir de façon trop tôt. En fait, c'est que sinon, vous allez arriver à destination, puis l'auberge ne sera pas ouverte. Souvent, nos auberges de pèlerins, elles vont être réservées, mais les portes n'ouvriront pas avant 13 heures. Donc, c'est pour ça que les journées qu'on marchera peu, je vais vous encourager à prendre le temps ou à marquer plus d'arrêts en cours de route pour apprécier le café avec la vue que les montagnes nous offriront. Donc, le petit village de Cebreiro. Cebreiro, on va rentrer dans une nouvelle histoire de l'Espagne. C'est vraiment tout le mode, le côté celtique avec les sorcières, les petits hiboux et tout ça. Il y a vraiment une histoire sur place que je pourrais vous raconter là, qui accompagne Cebreiro. Donc, de Cebreiro à Tria-Castella, on voit qu'on rentre aussi, tu sais, on change de culture, mais on change de décor également. On va rentrer en Galice. Donc, on est en montagne, mais peu à peu, on va rentrer davantage dans les forêts également. Et qui dit campagne, dit les animaux de ferme. Donc, les moutons, les vaches, c'est des animaux qu'on pourra rencontrer sur notre route. Souvent, là, c'est des belles rencontres qu'on peut faire. Ça fait partie du chemin. En fait, je vous souhaite d'en rencontrer. C'est toujours intéressant des paysans là, de voir comment que les paysans vont faire les transferts de champs pour les animaux, là, les années d'un pâturage à un autre. Souvent, les bâtons de marche vont nous servir quelquefois là, à ce moment-là pour détourner les têtes des bêtes qui peuvent venir trop près de nous, mais sont habituellement amicales. Il n'y a pas trop de péripéties qui arrivent avec les animaux de ferme. En bas à gauche, on peut voir les pèlerins qui sont en mode pluie. Donc, quand on rentre en Galice, parfois dans les montagnes, c'est plus favorable à un milieu humide et qui attire donc plus de pluie. On voit là, un peu dans les équipements, on pourra en parler tantôt, qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos. Mais on voit ici un bel exemple d'une dame qui peut porter la grande cape orange. Ben, en fait, c'est pas tant la couleur, mais de montrer qu'on peut avoir une grande cape qui va vraiment couvrir là, et le sac à dos et l'ensemble de notre corps, ou s'en tenir avec un revêtement pour notre sac à dos, comme celle qui a une protection bleue et son manteau de pluie qui est vert. Donc, c'est vraiment vous, là, vous pourrez voir dans les préparations, là, qu'est-ce que vous avez déjà à portée de main ou qu'est-ce que vous souhaitez avoir. Ça va être vraiment de penser au poids également. Une cape peut être plus massive à rentrer dans le sac à dos, prendre plus de place, être un peu plus lourde également. Donc, ce sera des choses à considérer. Quand la température le permet, c'est toujours agréable aussi là, de partager un repas sur la terrasse dans les rues d'Espagne. Donc, c'est toujours agréable, là. Encore une fois, une belle tablée pour se raconter comment a été notre journée. Tria Castella à Saria, donc je vous annonçais les montagnes. On va se retrouver vraiment dans des chemins millénaires où ce qu'on peut vraiment avoir l'impression que des milliers et des milliers de gens ont passé là avant nous. Quand on voit comment que le sol est creusé au passage des gens, puis qu'on voit un peu là, les remparts là, sur les côtés qui nous enserrent. Donc, on tombe vraiment dans un autre décor par la suite. Si initialement, nous avons débuté à Burgos, Burgos, on était dans la région de la Meseta. Donc, un peu comme nos prairies canadiennes, comme si on se déplaçait vers les Rocheuses. Donc, on a vraiment commencé une marche dans les champs pour par la suite là, joindre les montagnes et les forêts. Donc, notre quatrième jour à Saria, ça va être une journée de repos. Donc, on a fait notre première phase qui était le physique 3 jours et demi. La deuxième phase, le mental, où on a marché un 5 jours. À Saria, nous allons être 2 nuits
au même endroit, vraiment nous permettre là, de marquer une pause, de faire le point avant de rentrer dans notre dernière phase qui est le spirituel, repenser ce pourquoi nous sommes sur le Camino, ce pourquoi nous sommes venus faire le pèlerinage et avant d'attaquer donc les 6 dernières journées pour faire les 100 derniers kilomètres du Camino. De Sarriá à Porto Marine, nous avons un bel escalier qui nous attend à l'entrée de cette ville. En fait, c'est une ville qui a été déportée, donc Porto Marin. C'est une ville qui était souvent ensevelie sous les eaux. Puis les villageois se sont tannés, donc ils ont reconstruit la ville un peu plus haut. Et quand on passe la saison un peu plus sèche, on va voir, une fois qu'on traverse le pont, on peut voir les anciennes fondations de la ville. Ici, ça va être, en fait, j'oublie le nom, mais c'est les séchoirs à grains. Puis le fait qu'ils sont montés sur des roches, souvent en hauteur, c'est que ça va protéger la vermine de grimper là, pour venir manger le maïs ou les autres aliments qui vont être conservés là, dans ces petites habitations-là. De Porto Marine à Palès del Rey, un bon 25 kilomètres qui nous attend, mais encore une fois, le relief nous permet vraiment de marcher là, cette belle étape. Donc, on voit également le chemin là, qui peut être autant dans la ville qu'on va traverser, autant dans les côtés de prairies qu'on voit en haut à droite, là, un petit chemin improvisé avec les dalles, les roches sur le côté. Donc, les bâtons peuvent être également intéressants pour ça, les bâtons de marche. Parfois, quand on a des petits cours d'eau, là, des petits ruisseaux à traverser, ou si jamais ça a été pluvieux, les bâtons de marche peuvent nous aider à garder un certain équilibre ou à traverser ou à grimper également lorsqu'il le faut. De Palace del Rey à Mélide. Mélide, qui va être une belle ville intéressante pour moi, c'est l'endroit où je me préserve de manger de la pulpa. Donc, la pieuvre, on va en retrouver un peu partout dans la région de la Galice, mais Mélide a vraiment ses cafétérias à pieuvre et je vous en reparlerai la veille de mes recommandations pour aller à la cafétéria de l'Ézéchiel pour aller manger de la pulpa, tradition vraiment là-bas, ce qui est intéressant à voir et à goûter. De Mélide à Arzua. Encore une fois, on voit là, vraiment le paysage qui change. On voit les arbres, les platanes, là, c'est des beaux arbres qui couvrent les plazas, les terrasses, où ce que les branches vont se rejoindre et fusionner entre elles là, dans le haut des arbres pour vraiment apporter de l'ombre sur les plazas d'Espagne. Donc, c'est vraiment un beau décor qu'on peut retrouver dans les villes également. Arzua, qui est une belle petite ville où ce qu'on va marquer un arrêt. De Arzua à Arca, un 19 kilomètres qui nous attend. On peut voir les petites chapelles qu'on va croiser en cours de route. Et les fameux eucalyptus vers la fin des derniers jours que nous allons croiser. Vous allez voir, nous allons les repérer à leur grand tronc élancé et un peu effrité. Vous allez vraiment comprendre l'écorce, comment elle est effritée. C'est comme ça qu'on va reconnaître les eucalyptus. Et malheureusement, souvent, là, le tronc est tellement grand et haut qu'on n'aura pas difficilement l'occasion d'aller cueillir des feuilles pour ceux qui voudront se faire des infusions ou quoi, là. Souvent, l'arbre est hors de portée de main pour attraper des feuilles. Arca jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, 19 kilomètres. Nous voyons ici le lever du soleil qui représente en fait la dernière étape que Spiritour, on souhaite vous offrir. Donc, une fois rendu à Saint-Jacques, il y a la fameuse messe du pèlerin qui est à midi. Et pour arriver à temps pour cette messe-là, Spiritour allons vous offrir de faire un départ tôt à la lampe frontale. Donc, souvent, le groupe, on va apprendre à connaître le rythme de chacun, à savoir un peu l'aisance dans les déplacements et tout ça, pour être capable de faire la dernière étape, plus ou moins tout le monde ensemble, pour ceux qui le voudront. Il y a toujours une liberté de marcher là, dans son propre rythme et de son côté. Mais ce que nous offrons, c'est un départ aux alentours de 3h30, 4h du matin
à la lampe frontale, où ce qu'ensemble, on va se guider. Attention à une roche, attention à une branche, voir le lever du jour, arriver en fait à la Monte do Gozo à la levée du jour, pouvoir déjeuner en cours de route vers 7h30 et arriver là, sur la plaza de la cathédrale pour 9h30, 10h, ce qui nous laissera amplement le temps de se déposer et de se remettre prêt pour assister à la messe des pèlerins qui est à midi. On voit ici la fameuse crédentiale. La crédentiale vient à être le diplôme du pèlerin qu'on pourra avoir une fois arrivé à Saint-Jacques, qui est la preuve que nous avons fait le chemin de Compostelle. Donc, aller chercher notre crédentiale, c'est un diplôme qui est rédigé en latin avec notre nom, notre signature, notre nom qui est traduit également. Le fameux encensoir que nous appelons le Butémafero, qui est vraiment imposant. Ça a l'air de rien sur la photo, mais c'est un encensoir là, d'1 mètre de haut et il y a tout l'orgue qui vient jouer. C'est vraiment un moment émouvant qu'on a souvent la chance d'avoir. En fait, j'ai toujours eu la chance de l'avoir. C'est qu'il faut qu'il y ait des gens, des pèlerins. Souvent, ça va être les gros autobus voyageurs qui vont avoir contribué financièrement à ce que le budget Mafero puisse être activé parce que c'est quelque chose de mémoire qui coûte environ 300 euros à mettre en branle. Donc, à la fin de la célébration, c'est l'encensoir, dans le fond, l'encensoir qui est vraiment là, activé et qui balance d'un côté et de l'autre de la nerf en avant. Là. Donc, c'est quelque chose qui est très émouvant. L'encensoir également qui était la symbolique à l'époque médiévale où ce que les pèlerins faisaient le chemin, il n'y avait pas la même hygiène. Donc, c'était également pour parfumer les pèlerins, mais aussi qui était un sens de purification. Donc, souvent, le chemin de Compostelle était un acte de pénitence. Les prisons débordaient en France et les gens là-bas disaient, allez faire le chemin de Saint-Jacques en foi de pénitence. Donc, une fois sur place, l'encensoir sert également de purification en quelque sorte. Il y avait à l'époque une tradition de mettre la main sur le pilier de Gésée. Donc, c'était un peu une tête, puis il y avait un endroit où on pouvait ancrer notre main dans la colonne de marbre. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus possible de le faire à cause de l'acidité des doigts. La colonne vient à s'effriter et par protection, là, on peut encore la contempler, mais on ne peut plus lui toucher. Derrière l'hôtel, on voit sur la photo de gauche, là, c'est deux photos qui sont combinées. On voit vraiment à gauche, derrière l'hôtel, on voit la statue de Saint-Jacques qui est là avec toute sa dorure. Et une des traditions veut qu'on puisse aller faire une accolade à Saint-Jacques en passant un peu sur le côté. Il y a un chemin pour passer derrière Saint-Jacques, derrière l'hôtel, et aller vraiment lui faire une grande encolade qui va durer une fraction de seconde, mais qui est tellement chargée d'émotions après avoir marché 3 semaines, 300 kilomètres. C'est vraiment un moment là, qui est émouvant. Donc, on voit ici un peu plus en grand plan le fameux diplôme du pèlerin qu'on vous parlait initialement. Après Saint-Jacques, on vous propose le lendemain. En fait, nous allons louer une minivan. Puis, je vais pouvoir vous conduire, probablement, dépendamment combien de gens voudront y aller, mais souvent, on va faire deux équipes. Donc, on a encore une deuxième journée libre. Si la veille, on est arrivé plus ou moins à midi à Saint-Jacques, donc le lendemain, on a toute la journée de libre à Saint-Jacques. Je vais proposer de faire un groupe le matin, un groupe l'après-midi pour aller à la découverte du Finistère. Donc, Finistère, là où la terre se termine. Le fameux endroit où ce que les explorateurs à l'époque croyaient que la Terre était plate, parce que tout au bout de l'océan, c'est le Nouveau-Brunswick que nous retrouvons. Donc, les explorateurs pensaient que la Terre était plate à cause de ça, parce que c'était vraiment l'océan à l'infini. Donc, on aura la chance, là, c'est environ 1 heure 30 de route à l'aller. Puis, il y a la plage également, puis un endroit où ce qu'on peut aller déposer, soit faire brûler une lettre, un morceau de vêtement. Il y avait une tradition où on peut aller entre les rochers pour aller faire brûler un souvenir de Saint-Jacques. Donc, soit que pendant que certains vont aller
au Finistère, donc pourront passer du temps libre dans Saint-Jacques-de-Compostelle, plusieurs musées à visiter, également la cathédrale. Il y a un musée, puis on peut aller également sur le toit de la cathédrale, aller visiter, aller marcher sur le toit, ce qui est vraiment une excursion intéressante que les pèlerins aiment bien à l'habitude. L'autre journée, donc le lendemain de tout cela, nous allons prendre le transport en commun pour descendre au Portugal, donc à Porto. On va arriver en fin de journée probablement, où ce que nous aurons un souper ensemble et le lendemain, une journée libre. Donc, vraiment, chacun pour soi, pour vous en mettre plein les yeux, plein les jambes, encore une fois. Il y a plusieurs façons de se déplacer dans Porto. Il y a des autobus touristiques, un peu des jump in, jump off, donc avec des écouteurs où que vous pouvez visiter la ville et avoir les informations touristiques là, traduites en français. On voit le fameux pont qui traverse le Douro. Donc, vous avez la chance, pour ceux qui sont intéressés, à aller visiter les caves à Porto. Dans la journée libre, c'est quelque chose qui sera possible pour ceux que ça intéresse. Il y a également la plage, beaucoup d'églises, de monuments là, à visiter. Donc, le jour 23, ça pourra être la journée libre, donc à visiter là, le fameux pont. Il y a une croisière également qu'on peut faire sur le Douro qui nous montre les différents ponts et qui explique à nouveau aussi l'information touristique des bâtiments qu'on peut voir à partir du cours d'eau. Et par la suite, nous allons rentrer le matin de Porto à Montréal pour conclure notre journée. Et on voit ici une fabuleuse mosaïque qui est vraiment toute l'influence également là, de l'islam, donc qui était au Portugal, là, toute la mosaïculture, toutes les dalles comme ça, les pierres et le bleu est vraiment une symbolique là, au Portugal, une influence arabique également là, qui a teinté l'histoire qui reste encore là-bas aujourd'hui. Alors, merci Marilyn. Je vais prendre juste un petit instant brièvement pour vous présenter les prix et les modalités d'inscription avant qu'on passe aux questions-réponses. D'ailleurs, si vous avez déjà des questions, vous pouvez commencer à nous les écrire pendant que je présente les prix. Donc, nous avons en ce moment un rabais réservé tôt qui est un rabais de 100 $ si vous réservez votre place avant le 25 avril. Donc, ça s'en vient très, très vite. Donc, c'est le prix avec le rabais réservé tôt en occupation double est de 3 999 $ par personne. Et une fois que le rabais sera passé, ce sera 4 099 $ par personne en occupation double. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous mettre en occupation simple avec un supplément. Par contre, ce sera uniquement pour les 6 nuits qu'il y a en hôtel, parce que sinon, le reste du temps, c'est en dortoir. Donc, c'est l'expérience pèlerine authentique que vous allez vivre. Donc, gardez ça à l'esprit si vous voulez prendre une chambre individuelle pour quelques nuits, 6 nuits en hôtel. Donc, ce sera un supplément de 315 $. Si jamais vous êtes une personne seule, bon là, en l'occurrence, ce sera majoritairement en dortoir, mais si pour les 6 nuits, vous voulez pas forcément payer un supplément pour être seul, on peut vous jumeler avec une personne du groupe, donc idéalement de la même tranche d'âge. Donc concernant ce qui est inclus dans le forfait, donc comme la majorité des voyages chez Spiritour, la majorité des choses sont incluses dans le prix, donc les vols aller-retour, tous les transferts également sont inclus, les 6 nuits en hôtel en catégorie budget occupation double, ainsi que 16 nuits en refuge de pèlerins, donc comme j'avais mentionné, dortoir à partager avec lit superposé, comme vous l'avez vu sur une des photos au début de la présentation. 4 petits déjeuners, 4 soupers et le reste des repas sera à vos frais. D'ailleurs, Marilyn va refaire un point dessus tantôt concernant le budget qu'il faudra allouer à ça. Donc, elle y arrive dans quelques minutes. Donc, tous les transferts en train, bus et taxi sont inclus. Les services de votre accompagnatrice, donc Marilyn, qui je précise parle espagnol aussi, sont inclus dans le prix. 2 rencontres préparatoires pour des rencontres de marche. Donc, la rencontre pré-départ classique qu'on fait en ligne sur Zoom, puis aussi une rencontre, vous allez marcher ensemble. Et toutes les taxes aussi, bien sûr, sont incluses dans le prix. Le forfait ne comprend pas donc les repas non mentionnés au programme, les boissons.
l'assurance voyage qu'on vous recommande fortement, les pourboires et dépenses personnelles. Donc Marilyn va revenir un peu pour vous parler du budget de ça juste après. Et puis la contribution au fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage, le FICAV, qui est gratuit depuis janvier 2024. Mais en gros, Spiritour est une agence certifiée. Donc si il y a des problèmes d'annulation ou des choses comme ça, vous êtes protégé par le fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage. Donc ça vous fait une protection supplémentaire de passer par Spiritour pour réserver votre expérience du chemin de Compostelle, qui est très bien encadré d'ailleurs aussi. Alors, donc vous avez maximum jusqu'au 25 juin pour réserver votre place pour le voyage. Il y a deux façons de vous inscrire. La façon la plus simple et la plus rapide, c'est de passer par notre site web spiritour.com. Donc, vous réservez en faisant un premier dépôt de 750 $ et ensuite vous avez jusqu'au 25 juin pour payer le reste, donc la totalité de votre voyage en un ou deux autres paiements. Donc, c'est la deuxième façon de vous inscrire, c'est si vous êtes moins à l'aise avec Internet, vous pouvez le faire par papier. Donc, vous imprimez le formulaire d'inscription qui est sur notre site web, spiritour.com. Vous l'imprimez, le remplissez à la main et nous l'envoyez par la poste avec vos modalités de paiement également. Donc, on prend plusieurs types de paiement, bien sûr, par chèque, par carte de crédit, etc. Donc, c'est tout précisé dans les formulaires d'inscription. Concernant l'assurance voyage, donc comme je l'avais mentionné, vous pouvez contacter la responsable de ce voyage qui est Frédéric Lafont, donc numéro de poste 207. Ses coordonnées sont juste ici. On va repréciser les coordonnées de toutes les coordonnatrices des voyages. Donc, c'est les personnes à contacter si vous avez des questions spécifiques sur le voyage. On va les envoyer ces coordonnées dans le courriel avec la rediffusion de la présentation. On vous enverra le courriel lundi. Et si vous êtes en train de regarder la rediffusion sur YouTube, là, vous avez les informations juste en dessous de la vidéo. Donc, c'est encore une fois un grand classique chez Spiritour d'avoir des petits groupes pour ces expériences très spéciales, ces voyages vraiment qui vont à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, on a environ entre 12 et 15 personnes avec possibilité d'ouvrir éventuellement un deuxième groupe s'il y a plus de personnes qui souhaitent s'inscrire. On a déjà fait ça par le passé. Pour la documentation requise, donc pour toutes les personnes qui vont, les Canadiens qui se rendent en Europe, qu'en Espagne, doivent être en possession d'un passeport encore valide 3 mois après la date de retour prévue à Montréal. Donc, vérifiez bien vos passeports avant de vous inscrire ou une fois que vous êtes inscrit et pensez à le renouveler suffisamment d'avance. Des fois, il y a des petits, ça peut prendre un peu de temps pour les passeports. Donc voilà, puis ici les coordonnées de ma collègue qui s'occupe de ce voyage. Alors, bah, juste avant la période de questions-réponses, j'ai vu qu'il y a une personne qui a commencé à poser une question, mais Marilyn, je voulais te laisser faire le point Parfait. sur le budget, éventuellement sur quoi amener dans la valise aussi. Je sais que tu voulais faire un point là-dessus, puis Oui, ensuite je prends les questions. parfait. Donc, pour le budget, ce qui n'est pas inclus en fait dans les repas, je vous fais un calcul quand même là, en moyenne. Les déjeuners, on peut s'en tirer autour de 6 € plus ou moins, les dîners, plus ou moins 12 € et les soupers, prévoir environ 16 €. Donc, environ entre 30 40 € là, par jour supplémentaire. Vous pouvez vous en sortir là, quand même aisément avec avec la restauration. Donc, c'est environ un 1 000 $ canadiens supplémentaires. Toutefois, il y a toujours moyen, dans le fond, moi, accompagnatrice, comment on va fonctionner dans les journées? Souvent, là, entre 13 et 15 heures, on va être arrivé au gîte de destination où ce qu'on arrive pour dormir, en fait, passer le restant de la journée. Donc, ça va être une après-midi libre. Les gens vont prendre leur douche, vont faire la sieste, vont faire leur lavage à la main ou à la machine à lessive, dépendamment comme bon vous semble. Puis souvent, quand que je connais votre rythme également, non seulement de marche, mais vos rituels d'après-midi, une fois que je vois que tout le monde est disponible plus ou moins vers 16 h, 16 h 30, d'une journée à l'autre, on va avoir nos rencontres. Donc, faire un retour de partage sur comment s'est déroulée la journée de chacun, puisqu'on ne marche pas en groupe nécessairement. Et également, je vais prévoir les informations pour la journée du lendemain pour vous rendre autonome. Donc, avec les recommandations de ce qui nous attend, donc ce qu'on peut rencontrer en cours de route. Parfois, je vais vous dire, demain, notre établissement où ce qu'on va dormir nous permettra de cuisiner.
il va avoir une alimentation. Donc, pour réduire les coûts et vivre une autre type d'expérience également, une autre convivialité, ben, deux, trois personnes peuvent se proposer d'aller faire les courses, deux, trois autres vont cuisiner et deux autres font la vaisselle, par exemple. Donc, pour 3 à 5 euros, ben, on peut manger de quoi de vraiment agréable. Mais je sais que certains voudront partir en se disant, ah non, moi, je suis partie de la maison, c'est pas pour faire le ménage, c'est pas pour faire pas pour faire cuisiner. Donc, je sais qu'il y en a qui vont vouloir acheter la quiétude d'esprit puis vouloir s'en tenir à la restauration. Pour le déjeuner, parfois, ça va être un peu la même chose. Des fois, on a des frigidaires sur place. Donc, au lieu d'attendre que les auberges ouvrent, si on veut partir vers 7 heures avant que les établissements soient ouverts pour prendre notre café, prendre la bouchée, mais encore une fois, on va à l'alimentation la veille. On s'achète un yogourt, une banane, un bout de pain ou quoi, une viennoise, puis on met ça au frigidaire. Puis le lendemain, on peut partir de façon autonome jusqu'au premier café, environ plus ou moins en moyenne à 2 heures de route qu'on va rencontrer. Donc, vers 9h30, 10 heures, où ce que là, on va pouvoir marquer une pause à nouveau, changer nos bas dans nos bottillons si jamais on a de l'humidité, prendre un bon café qui ne sera pas d'une machine. Donc, c'est un peu la cadence, la routine là, qui va vous être offerte. Donc, prévoir environ un budget de 1 000 $. Souvent, je vais dire, votre budget va jouer sur est-ce que je suis prête à cuisiner, est-ce que je tiens à dîner au restaurant ou m'acheter une canne de salade macédoine, méditerranéenne, une canne de thon mélangé. C'est quelque chose qui va me contenter. Moi, comme ça, je n'aurai pas besoin de marquer une pause d'1 heure au restaurant pour dîner. Je casse la croûte quand le paysage m'invite, quand une roche, une balle de foin m'invite à m'arrêter. J'aurai ma canne de légumes, de thon macédoine, peu importe, avec moi. Donc, tout ça va venir influencer un peu votre budget d'une journée à l'autre, dépendamment si vous mangez là, en restauration ou un peu plus d'alimentation là, des épiceries. C'est ce qui peut influencer là, le coût de tout ça. Dans le sac à dos, je crois que ça vient répondre là, à la question qu'il y avait justement dans le C'est ce que clavardage j'allais dire, oui. avec Claude par rapport aux déjeuners. Souvent, ne seront pas inclus là, les déjeuners. Certains établissements vont le prévoir, mais rarement. Donc, c'est vraiment l'après-midi que je vais vous annoncer ce qui nous attend le lendemain. Fait que j'espère que ça répond, Claude, par rapport au déjeuner, en ayant abordé l'aspect un peu le budget, puis les repas supplémentaires, à quoi ça ressemble. En fait, le repas du pèlerin est très complet. Souvent, c'est un 3 services où ce qu'on va avoir un choix d'entrée, salade, soupe, autre type de tapas comme entrée, ensuite, le repas principal, variété de viande, de salade, de poisson. Donc, autant nos végétariens que ceux qui mangent nos carnivores vont trouver leur compte. C'est souvent accompagné d'un verre de vin également qui est inclus dans le repas du pèlerin puisqu'on est en Espagne. Donc, le vin fait partie vraiment souvent de la restauration là, qui est incluse. Puis, le choix du dessert. Le choix du dessert, c'est très variable. Ça peut être une crème glacée, un yogourt, un fruit. Ça peut être un flan. Ça peut être une tarte de Saint-Jacques que vous allez découvrir là, plus que le chemin avance. La fameuse tarte pâte d'amande qui est délicieuse. Dans la région de la Galice, à Ocebreiro, ils ont un fromage de la région. Donc, parfois, c'est ce qui va être servi, là, nappé de miel comme dessert. Ça peut ressembler à ça. Mais pour être sur le chemin depuis 2005 et avoir recommencé il y a 2 ans, je vous dirais que la gastronomie, c'est hautement raffiné et qu'on est loin de nos œufs tournés sur un riz à la cubaine. Donc, on est vraiment ailleurs et on mange extrêmement bien. Pour ceux qui pensent perdre du poids, malheureusement, vous allez vous tonifier, mais peut-être pas qu'il y aura une perte de poids comme telle parce que vous allez vous rendre compte que de la façon que les chemins sont découpés, souvent quand on arrive à 14 heures, 15 heures, on a fini nos journées de marche, puis l'apéro commence déjà à ce moment-là. Donc, puis les repas, c'est quand même là, des belles assiettes et tout ça. Donc, voilà pour ce qui est de l'aspect budget, l'aspect alimentaire. Je vais y aller avec les questions, puis je vais repasser ensuite par la suite pour l'équipement. Donc, Nathalie, est-ce que les cartes de crédit sont acceptées dans les refuges? En fait, dans les refuges, vous n'aurez rien comme tel parce que tout est prévu avec Spirito. C'est l'hébergement qu'on paie sur place. Mais parfois, c'est vrai, quand la restauration est offerte, ça va être plus en effectif qu'on va pouvoir payer.
parfois avec la carte, mais c'est principalement en effectif. Parce que les refuges, on se retrouve dans des petits villages en Espagne, on appelle ça des hameaux. C'est des villages peut-être de 25-50 habitants, plus des villages agricoles qu'on va traverser. Fait que souvent, ils n'ont pas nécessairement un service bancaire. Ce que je vous recommande, c'est quand on va partir vers Madrid, je vous dirais, soyez autonome là, pour les 5 premières journées. Donc, avoir peut-être une centaine d'euros avec vous. Puis par la suite, quand on va traverser des villes et tout ça, je vais pouvoir vous informer d'une fois à l'autre. Ça va être un bon moment pour faire un retrait. Il va y avoir un guichet. Pour ce qui est des cartes bancaires et tout ça, comment retirer, on pourra en reparler dans les soirs, dans les rencontres pré-départ, là, pour quand on va être dans du plus pointu, comment fonctionner. Mais principalement, là, je vous dirais, vous êtes plus. Ayez toujours quand même de la liquidité, là, au moins une quarantaine d'euros sur vous là, pour être confortable. Je reviens à la question de Claude pour l'alimentation. Se procurer un sandwich pour le lendemain, je vous dirais, vous ne voulez pas traîner le sandwich le matin, mais plutôt arriver vers 11 heures dans un petit village, aller dans le dépanneur, tout au fond du dépanneur, il y a le comptoir de la boucherie. Puis, vous faites faire votre sandwich sur mesure. Donc, c'est vraiment plus ça qu'on va faire du sur mesure que de traîner pour le lendemain. Euh, pour ce qui est d'Alain qui demande la connexion avec nos téléphones, iPad, accès à Internet, les temps ont également énormément évolué entre l'époque où ce que je l'ai fait jusqu'en 2012 et il y a 2 ans où ce que j'ai repris le terrain. La technologie, elle est partout. Quand on va arriver sur Madrid, par rapport à l'emplacement de l'hébergement, comme qu'on reprend le même hôtel d'une fois à l'autre, déjà, je vais savoir vous diriger en après-midi, puis même on pourra partir ensemble. Je vous dis, on tourne à gauche, puis il y a une petite boutique où on peut aller acheter une carte SIM. Donc, pour 10 ou 15 euros, on a vraiment un 50 gigs illimité, ben, ou presque Internet illimité. En tout cas, on a un 50 gigs, puis plusieurs minutes qui nous permettent d'appeler. Là, je crois que c'est plus de 200 minutes qu'on peut avoir, puis qui est suffisant pour appeler au Canada. Plusieurs hébergements vont offrir la connexion Wi-Fi. Donc, encore une fois, je vous invite à réfléchir dans quel esprit de pèlerin vous voulez partir là-bas parce que la technologie étant tellement à portée de main versus auparavant qu'on mettait 1 euro pour avoir accès à l'ordinateur de l'auberge, ben maintenant notre téléphone est à portée de main, l'Internet, elle est présente. Donc, comment est-ce qu'on reste connecté avec les gens qu'on laisse derrière nous au Québec? Puis, à quelle fréquence ou quel usage qu'on va faire avec notre téléphone? C'est ça, c'est une réflexion que je vais vous inviter à faire là, pour vraiment bénéficier là, du pèlerinage, puis voir comment vous imprégner dans les journées là, mais moyen de communication, il n'y a aucun problème. Je reviens à Nathalie qui a une question par rapport au bâton de marche dans l'avion. Moi, j'ai connu les deux expériences, en fait, dans les 2 dernières années. Passer de Montréal à Madrid, j'avais une pèlerine qui avait mis ses bâtons de marche dans l'avion. Ce qui est important, c'est que l'embout soit protégé avec le petit caoutchouc, donc la pine de fer du bout de bâton, qu'elle soit protégée avec les caoutchoucs ou avec du duct tape, peu importe. Mais pour le retour, à l'inverse, on a eu des problèmes. J'ai une pèlerine de Porto qui s'est fait intercepter. On était 6 pèlerins à avoir mis les bâtons dans notre sac à dos. Une pèlerine s'est fait intercepter. Elle a dû rebrousser chemin et retourner au comptoir de la compagnie aérienne pour enregistrer son sac à dos à ce moment-là. Puis ça a occasionné des retards. Donc, une fois à Montréal, je pense que son sac n'avait pas suivi, mais elle l'a récupéré par la suite. Donc, les bâtons, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Même quand que je lis sur des forums de discussion de voyageurs, on dirait que c'est à la discrétion du douanier. Mais j'ai expérimenté que de Montréal à Porto, sans problème, la plupart des gens, ça a bien fonctionné. Parfois, c'est au retour de Porto vers Montréal qu'au Portugal, ça pose un peu plus problème. Donc, voilà. En parlant des bâtons de marche, pardon, je déparle. Donc, en parlant des bâtons de marche, je vais faire un peu de pouce sur l'équipement. Sac à dos, on a vu un peu dans les photos à quoi ça pouvait ressembler. Souvent, on va favoriser un sac à dos 36 litres qui est de format quand même moyen. Et ensuite, ça va être la règle de 3. 3 paires de bas, 3 sous-vêtements, une camisole, un chandail un peu plus à sa manche longue, une botte de marche, un soulier pour une fois arrivé au gîte ou encore une sandale qui va être mon soulier. Mais pour l'équipement, je vous dirais que vous ayez dans n'importe quelle boutique sportive, la MEC, Momo Sport, Sport Expert, l'Accordé, la Tulipe, les vendeurs maintenant, là, Compostelle est quelque chose qui est quand même assez connu maintenant. Puis si vous mentionnez que vous voulez faire le chemin de Compostelle, on va savoir quoi vous recommander. Par contre,
je vous inviterais à parler dans votre famille, l'entourage, une nièce, une cousine, un neveu. L'équipement peut coûter cher quand on n'est pas des marcheurs aguerris, quand c'est qu'on ne fait pas ça au quotidien, le linge technique peut être dispendieux. Donc, à ce niveau-là, avoir un sac de couchage léger, tu sais, ça peut coûter au-dessus de 100, 200 dollars. Il y a des choses que je vais vous inviter à explorer avec votre entourage. La même chose pour le sac à dos, mais le sac à dos, c'est délicat. Ça prend quand même une certaine forme pour bien épouser votre corps, pour qu'il soit bien ajusté. Mais sinon, je vous inviterai quand même parfois là, à vous informer pour le matériel dans l'entourage. Également, avec Spiritour, il y a une liste qui vous est remise sur quoi privilégier comme accessoire et tout ça. Puis en cours de route, là, de toute façon, avec les rencontres pré-départ, attendez, je m'excuse. Je m'excuse, la gorge sèche. Avec la rencontre pré-départ, la marche qui va être proposée à Saint-Bruno là, un mois préalable, la date, elle est à définir encore, mais je vais apporter moi-même mon sac à dos avec tout mon avoir. Donc, vous allez voir la règle de trois, de quoi je parle, quel matériel privilégié, d'avoir une petite gamelle si vous avez l'intention de cuisiner. Moi, j'ai des pèlerins qui me disent, mais là, pourquoi j'ai amené un plat en bout de ligne? Je ne m'en suis jamais servi. Mais c'est toujours dans l'optique de, est-ce que moi, je pense qu'un soir, je vais me faire une batch de spaghettis avec mes autres pèlerins? Donc, si vous dites, ah non, non, moi, c'est sûr et certain que je ne mangerai pas sur place, que je vais être toujours dans les restaurants, bien écoutez, le plat rétractable qu'on conseille d'apporter, ça ne sera peut-être pas pour vous. Dans les hébergements, souvent, il y a de la vaisselle de base tu sais, qui est fournie, mais dites-vous que quand nous, on arrive avec une dizaine de personnes, un groupe, on est quand même assez imposant si on veut cuisiner sur place. Dans la liste de matériel, ce qui est recommandé, c'est dans cette optique-là. Euh, donc, voilà pour le matériel. Toujours des petits Mhm. formats à privilégier, surtout si vous voulez mettre votre sac à dos. C'est vraiment libre à vous. Je vois les deux types de pèlerins, soit la soute à bagages ou à bord de l'avion. À ce moment-là, vous allez voir dans la liste également de matériel recommandé, c'est les formats de 100 millilitres et moins si vous apportez votre sac à dos avec vous. Et là-bas, il y a des boutiques, il y a des épiceries, il y a des magasins. Il y a toujours moyen de se dire, j'aurais dû apporter ça ou est-ce que c'est nécessaire ou quoi. On peut toujours s'ajuster là, en cours de route. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, bah, maintenant, je vais te laisser le petit mot de la fin pour conclure cette présentation. Ben, j'espère que ça vous aura mis. Ben, j'espère que ça va avoir répondu à certaines interrogations que vous avez pu avoir. C'est sûr qu'il en reste encore beaucoup à dire, mais tu sais, je pense que vous avez quand même vu l'essentiel, ce qui nous démarque également en Spiritour, de vraiment vous offrir un chemin de façon traditionnelle, mais de façon encadrée. Donc, si vous avez des ampoules, quoi faire? Si jamais, là, on n'ira pas, je ne veux pas rien déclencher, mais s'il y avait des punaises de lit, puis que je vais vous accompagner à l'hôpital. Je vais être là avec vous. Si jamais on craint de se perdre sur le chemin, comment me rejoindre? Dans le fond, Spiritour, on vous offre une façon allégée, peut-être pas de votre sac à dos, mais allégée d'esprit pour faire le chemin de façon traditionnelle. Puis pour ceux qui disent qu'ils ont le poids de leur âge, ben, il y a toujours les taxis à sac à dos que vous pourrez décider à certaines étapes clés comme le 24 km, de dire, ah, moi, demain, je préfère être plus à l'aise d'avoir un mini sac avec moi. Il y aura un taxi à Mochila pour envoyer le sac à dos sans problème. Donc, tant mieux si c'est motivant. Merci pour les beaux retours. Puis, Ultreya, toujours plus haut, toujours plus loin, qui est un mot vraiment clé sur le chemin de Compostelle.